Tout commence au niveau du pôle caudal de l'embryon femelle dont, à la face ventrale, voici l'attache du cordon et sous le tubercule génital médian, la membrane cloacale. Celle-ci voit l'accollement du tube endoblastique primitif dans la partie ventrale duquel va venir s'aboucher d'une part les deux canaux de Wolff qui sont les canaux du pronéphros, tube plein, et d'autre part les deux canaux de Müller qui sont des invaginations du célome primitif. Ces structures sont en situation sous- et extra-célomique et autour de cet abouchement cloacal, le mésenchyme myotomial va condenser le sphincter strié primitif du cloaque. Celui-ci sera innervé par sa face périnéale, par le nerf pudendal. C'est là que la plongée de l'éperon péritonéo-périnéal de Kölliker va maintenant venir subdiviser cette zone en deux plans. Sur le même schéma, avec les mêmes repères, ce pôle caudal de l'embryon montre maintenant la partie dorsale qui est uniquement digestive, l'ampoule rectale, et la partie ventrale qui est le sinus urogénital, sinus dans lequel viennent s'aboucher les canaux de Wolff et les deux canaux de Müller. Le péritoine qui a plongé ici entre les deux est venu induire en dessous et en arrière de ces canaux de Müller le noyau fibreux central du périnée qui va être la véritable clé de voûte périnéale, et à l'aplomb de cette structure, le sphincter cloacal primitif va être subdivisé en deux, une moitié dorsale, le sphincter strié de la marge de l'anus, et une moitié ventrale, le sphincter urogénital. Toutes ces structures, urinaires et génitales, sont bien sûr toujours en situation sous- et rétro-extra-péritonéale. Les sphincters sont toujours innervés par leur face périnéale, par le nerf pudendal. À partir de ce moment, sur le pôle caudal de l'embryon femelle, avec toujours le même repère, nous allons assister à la séparation entre la portion urinaire et la portion génitale, la portion digestive rectale postérieure restant toujours la même. La portion urinaire antérieure a vu les canaux de Wolff qui ont induit le trigone vésical à partir du départ des uretères définitifs, et ces canaux de Wolff vont constituer les reliquats embryonnaires des spermiductes, vont constituer les canaux de Malpighi-Gartner. Pendant ce temps, les deux canaux de Müller qui se sont accolés ont donné naissance à l'utérus, qui a emmené une partie du sinus urogénital primitif et qui a induit surtout, à partir de l'épiblaste, la future cavité vaginale. Le noyau fibreux central du périnée se retrouve toujours dans le même plan, et le sphincter primitif cloacal est maintenant subdivisé en trois portions: le sphincter anal en arrière, le sphincter génital vulvo-vaginal au milieu et le sphincter urinaire vers l'avant. Ces structures sont bien sûr toujours en situation sous, extra et rétro-célomique. Le péritoine qui va glisser entre la vessie et la face antérieure du vagin pour y induire le fascia de Alban, et au contraire, ici en arrière, le cul-de-sac de Douglas
qui est le véritable canal péritonéo-périnéal qui, comme le dit Poirier, est préparé pour les hernies que seront les érythrocèles. C'est en effet cette plongée du cul-de-sac là en arrière qui va constituer l'un des éléments importants de la cloison recto-vaginale qui, à ce stade, est donc constitué par ce phylum péritonéo-périnéal et le mésenchyme du tissu conjonctif qui vient s'amarrer sur le noyau fibreux central du périnée. Les trois sphincters sont bien sûr tous innervés par leur face périnéale, par le nerf pudendal. C'est maintenant le moment d'expliquer, avec les travaux de Popovski, comment le muscle levator-ani va venir se disposer autour de l'abouchement de ces trois loges viscérales que je rappelle sommairement: la loge rectale en arrière, la loge urinaire en avant et la loge génitale au milieu, avec le noyau fibreux central du périnée, pour expliquer que sur les mammifères qui ont une queue, préhensile ou non, le mésenchyme myotobial va maintenant régresser pour venir s'impacter à l'aplomb du plancher périnéal et pour venir constituer le muscle releveur de l'anus. Celui-ci va être obligé de ménager l'abouchement des principaux appareils en prenant un appui, bien sûr, sur le noyau fibreux central du périnée, en prenant un appui sur le rafet anococcygien dorsal en arrière du tube rectal. Et ce muscle releveur de l'anus va être innervé, lui, par les racines S3 essentiellement, accessoirement les racines S2 et les racines S4, mais va être innervé par sa face endopelvienne. Pour comprendre la mise en place de la cloison recto-vaginale et la mise en place du muscle levator-ani, il nous faut expliquer sommairement sur une vue périnéale, donc voilà la portion ventrale et le côté latéral droit, que l'os iliaque va être constitué par trois pièces différentes qui, de l'avant vers l'arrière, sont tout d'abord le pubis, latéral droit et gauche, puis l'os iliaque, l'ilion, droit et maintenant gauche, et puis plus en arrière maintenant, l'ischion avec l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique. Ces trois pièces osseuses qui constituent l'os iliaque vont être centrées sur le foramen obturé. Pendant le même temps, en arrière, le squelette va être constitué par l'ébauche des vertèbres caudales en voie de régression qu'est le coccyx et la partie terminale du sacrum. En avant, nous allons mettre en place le diaphragme urogénital de la femme, marqué par l'orifice urétral et l'orifice vulvaire, et en arrière, ce qui nous intéresse un peu moins ici, l'orifice anal. Latéralement, donc, le muscle obturateur interne va sortir comme suit de la cavité pelvienne par la petite échancrure sciatique dans ce plan, et ce muscle va être recouvert, bien sûr, par son feuillet aponévrotique, et puis entre la portion ventrale urogénitale et la portion dorsale qui est digestive va se trouver ce noyau fibreux central du périnée qui est la queue de voûte périnéale, alors que vers l'arrière, sur la ligne médiane, voilà le rafet anococcygien et que voici évoqué plus à distance les ligaments sacro-sciatiques, sacro-tubéraux qui ferment le losange périnéal. Pour comprendre la morphogénèse du muscle releveur de l'anus, il faut bien saisir que les coulées mésenchymateuses embryonnaires ventrales qui vont donner les muscles grand droit antérieurs de l'abdomen vont ici, dans la portion ventrale, pouvoir prendre appui sur l'os pubis et constituer les faisceaux, d'abord pubo-latérogénital, pubo-prérectal, qui viennent s'entrecroiser en avant du noyau fibreux central du périnée, puis le faisceau
pubo prérectal qui vient dans la paroi antérieure du rectum et le faisceau pubo-rétrorectal qui vient sur le raphet médian et pubo-coccygien qui vient sur le coccyx. Et puis, le muscle relevant de l'anus va maintenant prendre appui dans la portion latérale qui est occupée par le muscle obturateur interne, et c'est sur l'aponévrose de l'obturateur interne que le relevant de l'anus va venir constituer tout d'abord un faisceau ilio-prérectal qui lui aussi vient former la sangle de la fronde vulvaire et vaginale qui vient dans la constitution de la cloison recto-vaginale et qui va être prolongé vers l'arrière par le contingent maintenant ilio-rectal et ilio-rétrorectal jusqu'à ce que le muscle lévatorami arrive maintenant sur la formation ischiotique et donne naissance au contingent ischio-rétrorectal qui nous intéresse moins dans ce chapitre de la cloison recto-vaginale. C'est donc ainsi que ce muscle relevant de l'anus va se mettre en place en sachant bien que en avant la coulée pubienne correspond à la coulée mésenchymateuse qui avait mis en place le muscle grand droit antérieur de l'abdomen, que latéralement la coulée mésenchymateuse correspond au muscle obturateur interne et que dorsalement la coulée va correspondre au muscle lévatorami. Cette analogie dans le schéma corporel doit être prise en considération pour la rééducation du plancher pelvien. Nous allons mettre en place une vue du dessus de la cavité pelvienne de la femme adulte, vue qui a été empruntée à Macalister, dont voilà la face ventrale et le côté latéral gauche, la limite du détroit supérieur, et ce, à toute fin d'y sectionner la loge viscérale ventrale, constituée là par la vessie, puis en arrière de la vessie, d'y montrer la paroi vaginale. Le vagin va être dans sa coupe transversale marquée par les colonnes musculaires ventrale et dorsale, la ventrale étant plus importante que la dorsale, et en coupe transversale, ici, cet aspect fendu transversalement avec la cavité qui est la cavité vaginale qui est ici ombrée. Sur cette vue du dessus, latéralement, nous allons rappeler le trajet esquissé du muscle obturateur interne, ce dernier recouvert bien sûr par son feuillet aponévrotique, et puis nous allons montrer le noyau fibreux central du périnée vu du dessus, noyau fibreux central qui va laisser vers l'arrière l'ampoule rectale, donc que l'on profile vers le périnée postérieur dans ce plan. La pointe du coccyx est là montrée vers l'arrière et les ligaments sacro-sciatiques latéraux dans ce plan. Le muscle lévatorami va, dans son faisceau pubo-prérectal, venir constituer, vous le voyez, la sangle latérale. Le muscle compressor vaginae lateralis, celui qui est le muscle de l'orgasme de la femme, qui va donc avoir une fonction essentiellement génitale. Puis, le muscle relevant de l'anus va maintenant présenter son contingent ilio-prérectal, qui vient sur ce noyau fibreux central du périnée, puis son contingent ilio-rétrorectal, et enfin vers l'arrière, le contingent ischio-rétrorectal, qui nous intéresse moins à propos de cette cloison recto-vaginale. Le muscle pubo-prérectal va se prolonger maintenant vers l'arrière par le contingent pubo-rectal, puis par le contingent pubo-rétrorectal et le contingent coccygien. Nous allons sur une vue périnéale du périnée de la femme adulte maintenant, dont voilà la face ventrale et le côté latéral droit, simuler cette zone de la cloison recto-vaginale avec vers l'arrière la pointe du coccyx, latéralement les tubérosités ischiatiques et les foramènes obturés, l'orifice anal vers l'arrière et la
fente vulvaire et la portion urinaire vers l'avant. Au milieu de ce losange périnéal, le noyau fibreux central du périnée, puis latéralement les ligaments sacro-sciatiques. Je ne vais pas réinsister sur la disposition des fibres du releveur de l'anus que nous avons expliqué sur les schémas précédents, mais je vais maintenant dire que transversalement va être tendu à partir des tubérosités ischiatiques le complexe du muscle transverse profond du périnée, muscle qui va être dans le même plan que les fibres sphinctérielles superficielles du sphincter strié de la marge de l'anus, qui vient aussi sur cette cloison recto-vaginale, et qui va être dans le même plan que le muscle vulvo-vaginal, qui sont le reliquat de ces sphincters montrés tout à l'heure, comme l'est le muscle sphincter de l'urètre de Houston. Et vous voyez ici apparaître cette notion très importante des fibres qui vont partir même de la paroi vaginale vers la paroi rectale, qui vont se mêler aux fibres du noyau fibreux central du périnée, aux fibres du muscle transverse profond du périnée, et qui vont ici dessiner une véritable étoile à laquelle je donne personnellement le nom de modiolus périnéal, par analogie avec ce que l'on trouve au niveau de la commissure labiale. Ces structures vont se trouver emballées dans une aponévrose périnéale moyenne que je vais représenter sur la moitié droite de ce périnée, aponévrose qui va se dédoubler pour engainer ces structures vers l'avant, ce qui nous intéresse moins, et cette aponévrose va ainsi expliquer que dans la fosse ischio-rectale postérieure, pararectale latérale, va se disposer du tissu graisseux, la graisse que je figure aussi du côté droit, ayant cette propension à fuser latéralement dans la cloison recto-vaginale, comme nous allons la retrouver tout à l'heure. Bien sûr, ces structures vont être innervées par le nerf pudendal, comme nous l'avions expliqué, qui arrive ici par sa branche profonde et qui va se répartir pour chacun des sphincters à partir du canal d'Alcock qui est latéraux et sous-tubérositaire. C'est sur cette aponévrose périnéale moyenne que je vais représenter sur la moitié gauche maintenant, que vont venir se disposer les formations érectiles qui vont nous intéresser quelque peu dans cette cloison recto-vaginale. Je veux parler surtout du bulbe vulvo-vaginal et par analogie avec la racine du corps caverneux du clitoris qui, vers l'avant, nous intéresse moins aussi dans ce paragraphe. Tout ceci pour dire que le muscle bulbo-caverneux qui va entourer la partie dorsale du bulbe vulvo-vaginal va venir lui aussi, comme le muscle ischio-caverneux, latéralement dans le même plan aponévrotique superficiel. Ce muscle va venir mêler ses fibres aussi dans la cloison recto-vaginale sur le noyau fibreux central du périnée, et ces muscles de l'érection seront eux aussi innervés par la branche superficielle de ce nerf pudendal dont les rameaux profonds étaient figurés sur la moitié droite. Je vais maintenant mettre en place une coupe sagittale antéro-postérieure médiane du petit bassin de la femme pour expliquer dans ce plan, voilà le sacrum vers l'arrière, la charnière lombo-sacrée, voici les 5 sacrèbres, puis les crêtes sacrées postérieure et moyenne, la charnière L4, L5, le profil de l'articulation lombo-sacrée, l'articulation sacro-coccygienne vers le bas et vers l'arrière. Voici maintenant la symphyse pubienne vers l'avant de la femme, et voilà la ligne du détroit supérieur avec l'épine du pubis, la portion latérale à peine esquissée, le départ de la grande, de la petite échancrure sciatique, de la tubérosité sciatique, du foramen obturé et le profil de la crête iliaque, avec ici la face ventrale de la coupe. Nous allons, sur ce schéma, rappeler les 3 loges viscérales que sont la vessie, avec l'urètre vers le bas et vers l'avant, puis l'étui
vulvo-vaginale autour de l'utérus. L'utérus dont voici le corps, puis dont voici la projection du col utérin, qui vient dans le fond des cul-de-sac vaginaux, le vagin dont voilà l'épaisseur de la colonne antérieure avec son angulation particulière et le fait que là, vers l'arrière, le fornix, le cul-de-sac postérieur du vagin, va remonter beaucoup plus haut sur le col. Au-dessus, voici rappelée la boucle de la jonction sigmoïdo-rectale, puis voici l'ampoule rectale et le cap anal qui va être soulevé justement par la fronde des releveurs de l'anus, l'abouchement à la ligne anocutanée de Hermann de la peau de la marge de l'anus. Voici la face interne de la cuisse. Et puis, bien sûr, ici, voilà le périnée, le plan périnéal de la femme avec l'abouchement des trois appareils comme nous l'avons expliqué, chacun étant enserré par son sphincter qui urétral, qui vulvo-vaginal maintenant, et le sphincter strié de la marge de l'anus. Ce dernier va se trouver au voisinage du noyau fibreux central du périnée qui va constituer l'élément essentiel du corps périnéal, comme on l'appelle encore, et puis nous allons avoir vers l'arrière le raphet anococcygien, pour pouvoir expliquer que le muscle releveur de l'anus va donc passer, à partir de son insertion pubienne, sur la face latérale de la fente urogénitale, qu'il va venir autour du vagin constituer la sangle de la fronde vaginale, qu'il va prendre part à la constitution de la cloison rectovaginale en s'implantant par certaines de ses fibres sur ce noyau fibreux central, puis qu'il va glisser en arrière pour constituer le contingent pubo-rétrorectal et le contingent pubococcygien. Que ce releveur de l'anus va ensuite être complété par les fibres ilio-prérectales, elles aussi destinées en partie au noyau fibreux central du périnée, destinées à la paroi rectale, puis prolongé vers l'arrière par le contingent ischio-rétrorectal qui va venir sur ce raphet anococcygien, rejoint qu'il sera là par le contingent ischio-rétrorectal. Le péritoine, comme nous l'avons expliqué, va glisser ici, former le fascia de Halban dans le plan vésico-vaginal, se réfléchir autour de l'utérus et va maintenant plonger en direction de ce noyau fibreux central du périnée, adhérent, beaucoup plus adhérent au rectum en arrière qu'il ne l'est à la face postérieure du vagin vers l'arrière, et ce péritoine va, dans la partie haute, ici, donner implantation au drapé mésentérique, les anses intestinales grêles étant figurées comme suit, car c'est à partir de ces anses intestinales grêles, comme c'est à partir du sigmoïde, que vont se prolaber dans le cul-de-sac de Douglas vers ce canal de la cloison recto-vaginale, les hernies des érythrocèles qui constitueront les entérocèles et les sigmoïdocèles. Voici la profondeur plus ou moins grande de ce cul-de-sac de Douglas, qui est, vous le voyez, juste en arrière du cul-de-sac vaginal postérieur, et nous voyons ici la subdivision de la cloison recto-vaginale qui nous intéresse en 3 étages. Le premier étage qui fait à peu près 2 cm, qui est un étage péritonisé, en rapport directement avec la séreuse péritonéale, et qui fait comprendre que chez certaines femmes qui ont un cul-de-sac de Douglas plus profond que la normale, il va y avoir une pathologie algique particulière dans les positions debout prolongées au cours du coït, au cours des efforts de poussée de la défécation, et cela doit faire prévoir au cours de la cure chirurgicale une résection de ce cul-de-sac de Douglas. La deuxième partie de la cloison recto-vaginale sous-jacente, qui va faire environ 4 cm, 4 à 5 cm, et la portion qui met en contact la face antérieure du rectum avec la face postérieure du vagin, et enfin la dernière portion qui fait 2 à 3 cm, qui est la portion périnéale, entre le sphincter vulvovaginal en avant et le sphincter strié de la marge de l'anus en arrière. Nous allons mettre en place ici une vue du dessus des différentes loges viscérales du pelvis
de la femme, voilà la face ventrale, voilà la limite du détroit supérieur, vers l'arrière, voilà l'articulation sacro-iliaque, le côté gauche, et nous allons, sur cette vue supérieure, rappeler tout d'abord la vessie vers l'avant, la vessie qui va recevoir de l'arrière les urtères qui ont surcroisé les éléments vasculaires qui sont en disposition asymétrique à gauche et à droite. En effet, l'urtère gauche va surcroiser ici l'artère iliaque primitive gauche, alors que la division en artère iliaque interne et en artère iliaque externe étant plus précoce du côté droit, l'urtère droit va surcroiser et l'iliaque interne et l'iliaque externe. Sur la face supérieure de la vessie, en antéflexion et en latéroversion droite, voici l'utérus avec le fond du corps utérin, puis l'isthme utérin, lequel va venir maintenant s'emmancher en arrière dans le fornix, dans la face postérieure de la cloison vaginale qui va entrer dans la constitution de la cloison recto-vaginale. En arrière, nous nous retrouvons au niveau de l'ampoule rectale et latéralement, nous allons remettre en place les annexes sur la moitié gauche, l'ampoule rectale étant figurée de la sorte sur cette vue dessus, plongeant dans la cloison recto-vaginale. Les annexes du côté gauche vont être figurées par la trompe. La voilà ici esquissée du côté droit. La trompe va être sur l'utérus au voisinage de l'implantation des ligaments ronds qui sortent de l'orifice profond du canal inguinal. La trompe va être sur l'utérus au voisinage de l'implantation du ligament utéro-ovarien, et c'est là que la gonade, l'ovaire, va être mise en place dans la loge ovarique de Krause. Nous sommes ici chez une femme nullipare, en avant de l'urotère. L'ovaire, par ailleurs, va être rattaché à la paroi lombale par le ligament lombo-ovarien qui amène à l'ovaire ses pédicules trophiques. L'artère hypogastrique a abandonné l'artère rectale moyenne quand elle existe. Elle a abandonné l'artère vaginale longue qui va venir dans la paroi latérale du vagin, qui est une artère très importante qui va abandonner des vaisseaux sur la face postérieure du vagin pour constituer l'artère azygos du vagin, et cette artère va saigner énormément dans les plaies vaginales. Elle va être au voisinage des rameaux issus maintenant de l'artère utérine, toujours collatérale de l'artère hypogastrique, artère utérine qui va décrire sa crosse à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac latérovaginal avant que de remonter sur les parois latérales de l'utérus qui abandonne là aussi à la cloison recto-vaginale le rameau cervico-vaginal que voici. Et puis, nous pourrions également rappeler, mais plus à distance, le trajet de l'artère ombilico-vésicale qui va prendre en charge la face supérieure de la vessie, sans oublier l'artère obturatrice. En arrière, l'artère sacrée moyenne et de chaque côté, les artères sacrées latérales qui sont les branches pariétales. Ces éléments sont bien sûr accompagnés par leurs satellites veineux que je ne fais que figurer dans la cloison recto-vaginale. Ils vont être accompagnés par les éléments lymphatiques qui eux aussi sont importants, et ils vont être maintenant accompagnés par les éléments végétatifs, les éléments nerveux du système latérovertébral qui, à partir de la chaîne sacrée, ayant récupéré aussi au passage les éléments du nerf parasympathique et recteur Descartes, vont se diriger vers l'avant pour venir embrocher sur leur terre, former le ganglion hypogastrique, cette lame qui est fenêtrée de 4 à 5 cm de long, là, et qui va soulever
latéralement le péritoine. Eh bien, c'est justement le péritoine que nous allons disposer sur la moitié droite de ce schéma, à toute fin d'évoquer sommairement le ligament large. Le drapé péritonéal va en effet ici être soulevé vers l'avant par la corde tout d'abord du ligament rond de l'utérus avec la fossette latéro-vésicale, puis le drapé péritonéal va être latéralement soulevé par le mésosalpinx, par la trompe, que nous évoquons aussi sommairement. L'ovaire va être libre dans sa fossette péritonéale. Le drapé péritonéal sur le côté de l'utérus va être soulevé par l'aileron postérieur du ligament utéro-ovarien. Et le péritoine, et dans cette cloison recto-vaginale, c'est ce qui va maintenant nous intéresser, le péritoine va maintenant plonger ici latéralement, puis en arrière de l'étui vaginal pour constituer le cul-de-sac de Douglas. Il remonte sur la face antérieure du rectum et sur le côté, il va présenter une fossette qui va être surélevée par le passage de l'urtère et de tous les éléments de la lame hypogastrique dans le plan sagittal. Et cette fossette latérale du cul-de-sac de Douglas va être plus profonde du côté gauche que du côté droit à cause de la latéralisation à droite du rectum et à droite du corps de l'utérus. Je vais maintenant mettre en place une série de coupes qui vont passer la première ici, grand A, en avant de la cloison vagino-rectale, la seconde, grand B, qui va passer juste dans le plan de la cloison vagino-rectale, et la troisième, grand C, qui va passer en arrière dans la cloison recto-vaginale, à toute fin de retrouver tous ces rapports que nous avons évoqués. Sur la première de ces coupes passant en grand A, voici la section à la partie haute de l'aile iliaque, à la face externe de laquelle on retrouve la cavité cotyloïde, et vers le bas, la tubérosité ischiatique. Le détroit supérieur est dans ce plan. La membrane obturatrice va donc donner implantation au muscle obturateur interne, que voilà sectionné. Ce muscle est recouvert par l'aponévrose qui prolonge le fascia iliaca, l'aponévrose interne, et nous sommes ici dans la portion ventrale à l'aplan de l'étui vaginal, puis en regard des caroncules hyménéales, du vestibule vaginal, vulvo-vaginal à la portion la plus basse. Le vagin nous montre ici sa colonne longitudinale avec la striation transversale classiquement décrite en palais de chien, et dans le fond du vagin, voici l'abouchement du col de l'utérus avec les cul-de-sac latéraux. Le muscle releveur de l'anus va venir ici dans son contingent qui est pubo prérectal, dans son contingent qui est pubo-coccygien, puis dans son contingent qui est ilio-prérectal, lequel va soulever l'épaississement de l'aponévrose de l'obturateur interne pour y constituer l'arcade, élément extrêmement solide, l'arcade du releveur de l'anus. L'aponévrose du muscle levatorali vient dans ce plan. En dessous, ce qui va nous intéresser juste à la limite vagino-rectale, voilà le plan du sphincter strié vulvo-vaginal. Ce sphincter va se trouver emballé par l'aponévrose périnéale moyenne, et c'est au-dessus de cette aponévrose périnéale moyenne que nous allons retrouver, en regard de ces croix, la fosse ischio-rectale, son prolongement graisseux latéral qui était montré tout à l'heure sur la vue périnéale. Latéralement, le péritoine va plonger, constituant le cul-de-sac latéro-vaginal, et ce cul-de-sac va être sous-tendu maintenant par la lame hypogastrique, par la lame pubo-sacrée,
qui est l'épaississement au contact même des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire tout d'abord l'urètère, puis autour de l'urètère la crosse de l'artère utérine qui arrive là, qui abandonne dans ce plan son rameau cervico-vaginal, puis le trajet de l'artère vaginale longue qui pénètre là dans la paroi latérale du vagin, artère vaginale longue qui va être accompagnée par les éléments veineux, plexiques, très nombreux, qui expliquent aussi les hémorragies latérales de cet abord de la loge, et puis, bien sûr, dans l'épaisseur de la lame hypogastrique, les nerfs du ganglion hypogastrique inférieur. Nous avons ici la loge périvaginale par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal qui est beaucoup plus à distance. La deuxième coupe, cette coupe grand A, sur laquelle nous pourrions rappeler l'arrivée du nerf pudendal, la deuxième coupe va maintenant passer par le plan lui-même de la cloison recto-vaginale. La limite latérale est toujours la même, c'est la moitié droite de la coupe que je figure, la portion crâniale est dans ce plan, les lignaques avec à l'extérieur la cavité cotyloïde et vers le bas la branche ischio-pubienne, comme précédemment la membrane obturatrice, et implanté sur la membrane obturatrice le muscle obturateur interne avec son aponévrose qui est dans le prolongement du fascia iliaca. Nous sommes ici en regard du noyau fibreux central du périnée que nous avons vu tout à l'heure, là, et sur ce noyau fibreux central du périnée viennent s'implanter les muscles transverses profonds du périnée. Certains ont même décrit un petit contingent d'un transverse superficiel que l'on peut négliger. En tout cas, ce transverse profond est contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne. Le muscle levator ani va venir ici entrecroiser sur la ligne médiane, dans son contingent tubo-prérectal, ses fibres pour constituer la partie dorsale de la fronde vulvo-vaginale. Au-dessus, voilà le faisceau pubo-rétrorectal et le faisceau pubo-coccygien, puis un peu plus haut, voilà l'implantation sur l'aponévrose de l'obturateur interne du contingent ilio-rétrorectal. Ce muscle releveur de l'anus va ainsi isoler au-dessous le prolongement ventral de la fosse ischio-rectale. En dessous, nous sommes à la flanque du périnée et c'est donc le nerf pudendal qui est dans ce plan. Et cette coupe qui passe là va nous permettre maintenant de montrer ici vers l'arrière le phylum qui sous-tend le cul-de-sac de Douglas, qui est le ligament péritonéo-périnéal de Nouvier, avec la réflexion au-dessus du cul-de-sac péritonéal, dont nous avons expliqué que le cul-de-sac gauche allait être plus profond que le cul-de-sac droit, et en arrière de ce plan apparaît l'ampoule rectale que nous pouvons esquisser là-bas vers l'arrière de ce schéma. Latéralement, nous allons avoir sous-tendant ce cul-de-sac latéral les lames hypogastriques, les lames pubo-sacrées. Dans l'épaisseur de ces lames pubo-sacrées chemine bien sûr l'urètère de chaque côté. Sur l'urètère se trouve embroché le ganglion de Frontkenhauser, c'est-à-dire le ganglion hypogastrique inférieur avec tous les éléments nerveux. Au contact, ici, se trouve l'artère utérine, se trouve l'artère vaginale qui va abandonner justement dans cette cloison du plan de la cloison recto-vaginale, l'artère azygos postérieure du vagin, accompagnée, qui est celle-ci, par ces éléments plexiques veineux que nous retrouvons dans l'épaisseur de la lame, et bien sûr les éléments lymphatiques qui vont constituer la partie fibreuse ici dorsale de la cloison recto-vaginale. Le péritoine va se réfléchir autour de ces éléments, puis glisser latéralement. L'espace pelvis sous-péritonéal se trouve toujours dans ce plan. Il nous reste à mettre en place la troisième et dernière coupe, qui est la coupe passant par grand C,
coupe qui va intéresser la portion recto-vaginale, portion juste en arrière de ce plan. Sur cette coupe, nous allons retrouver la tubérosité ischiotique. Nous allons retrouver le muscle obturateur interne qui est en train de sortir de la cavité pelvienne par la petite échancrure sciatique. C'est toujours la moitié droite et la portion crâniale qui est figurée comme suit. L'obturateur interne est recouvert toujours par son aponévrose. Voilà la section ici du petit ligament sacro-sciatique. Nous sommes juste à l'aplomb de l'épine sciatique sur lequel ce ligament prend insertion. Le grand ligament sacro-sciatique serait pour sa part là en dessous. La coupe va intéresser ici le noyau fibreux central du périnée, sur lequel vient toujours se terminer le muscle transverse profond du périnée, et nous allons montrer maintenant, récliné vers le bas et vers l'avant, entouré par son sphincter strié vulvo-vaginal, le vagin avec la tranche de section ici, qui a été par cette érine rabattue vers le bas et vers l'avant, qui est là, son sphincter strié, le muscle transverse profond du périnée dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, qui va se prolonger là, le nerf pudendal dans son rameau profond, prenant en charge ces éléments sphinctériels. Ce schéma, emprunté en partie à Laimer, va nous montrer ici l'ampoule rectale dans sa portion la plus basse, avec une colonne longitudinale lisse, médiane, importante, alors que latéralement, les fibres longitudinales sont beaucoup plus en éventail, expliquant ainsi que dans les rectocèles antérieurs, on puisse pratiquer quelquefois un Némi-Sullivan, droit ou gauche, à cause de ce renforcement médian de la paroi lisse du rectum. Et c'est justement là que le contingent pubo-prérectal du muscle releveur de l'anus, puis le contingent ilio-prérectal va aussi venir mêler ces fibres ici à la paroi antérieure du rectum. Nous aurions un petit peu plus en arrière l'implantation des fibres ilio-rétrorectales, et le muscle releveur de l'anus vient donc avec son aponévrose dans ce plan. Nous allons y retrouver, comme tout à l'heure, les éléments graisseux du prolongement ventral de la fosse ischio-rectale, qui est là en dessous, et nous allons latéralement y retrouver ici le cul-de-sac péritonéal latéro-rectal. Les éléments latéraux sont figurés par l'urtère, qui est un rapport latéral de l'ampoule rectale, sont figurés par l'artère vaginale et par l'artère rectale moyenne qui, lorsqu'elle existe, va alors feutrer la portion latérale de la loge rectale pour y constituer ici l'aileron latéral du rectum. L'ensemble est bien sûr toujours sous-tendu ici par la lame hypogastrique. Le releveur continue à déterminer sur l'aponévrose de l'obturateur l'arcade de l'obturateur, et cette lame pubosacrée hypogastrique est toujours occupée par les éléments veineux que nous avions situés et par les éléments nerveux qui sont ortho et parasympathiques qui se dirigent plus en avant vers le ganglion hypogastrique. L'espace pelvis sous-péridonial est toujours marqué dans ce plan. Donc nous sommes ici en arrière, juste sur la face antérieure du rectum, sur la partie la plus dorsale de la cloison recto-vaginale, avec ce renforcement entre les fibres du releveur striées et les fibres lisses du rectum. Voilà quels sont les plans de clivage des principales loges de cet espace recto-génito-urinaire de la femme, en insistant tout particulièrement sur ce cul-de-sac de Douglas, sur sa profondeur et sur ce ligament
péritoneo-périnéal de Könicker, qui est, comme le disait Poirier, ce canal préparé pour les hernies et par lequel les érythroцèles vont se faire jour. Ce cul-de-sac est profond. Si on l'aborde par sa voie abdominale, nous sommes au fond d'un puits. Si on l'aborde par sa voie périnéale inférieure, il faut se souvenir de ces rapports qui sont à distance dans la lame hypogastrique, l'urtère embroché sur le plexus hypogastrique, les éléments artériels, veineux, lymphatiques, qui certes sont très loin de la cloison, mais qui en cas de prolapsus, en cas de ptose, deviennent des éléments dangereux qu'il faut absolument éviter.